Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis, je veux commencer cette soirée en vous remerciant. En vous remerciant de nous avoir fait confiance et d'être là ce soir si nombreux. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait car ce procès est une grande première. Et pour nous, Montpelliérains, c'est aussi une grande fierté. Mais à Montpellier, ville de droit, quoi de plus normal? Ce procès, c'est notre association, NOUS, qui l'a voulu. Notre nom, NOUS, signifie l'esprit, la raison. Et nous avons souhaité aborder ce sujet dans un esprit de raison. Depuis des mois, l'intelligence artificielle fait l'objet d'une très forte couverture médiatique. Elle est au cœur de toutes les discussions. Pas un jour sans que les sujets ne soient traités par la presse écrite, les journaux télévisés, les éditorialistes, les essayistes, et aussi sur le net. Le net regorge de posts des plus apocalyptiques aux plus scientifiques. Les romanciers, les cinéastes s'emparent du sujet et nous annoncent déjà les pires dystopies. Bref, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle est devenue un sujet de société qui suscite débats et controverses, débride nos imaginations, mais aussi parfois nos peurs. Comment comprendre cette évolution technologique sans précédent, dépasser postures et fantasmes, évaluer les bienfaits de ces innovations, limiter ces risques et encadrer ces usages? Comment ne pas se demander si l'intelligence artificielle n'est pas en train de devenir une menace pour l'espèce humaine? L'arrivée de ChatGPT, Plume, Midjourney, pour ne citer que ces applications les plus médiatiques, suscite en effet de nombreuses questions d'ordre existentiel que les avancées technologiques n'avaient jusqu'alors jamais soulevées. Depuis l'émergence dans nos vies de ces intelligences conversationnelles troublantes de réalisme et ces outils de génération d'images, un fossé se creuse entre ceux qui s'inquiètent des fulgurants progrès de l'IA et ceux qui voient au contraire la perspective de nouvelles connaissances et de nouvelles idées à explorer. Mais nous le savons tous, entre crainte et fantasme, enthousiasme et illusion, le chemin est souvent étroit. La raison doit être notre guide afin de bâtir notre jugement le plus objectivement possible au regard des arguments qui s'opposent. C'est la question que nous se pose et c'est l'objet de ce procès. Des experts viendront témoigner, puis, à l'issue du réquisitoire et de la plaidoirie de la défense, mais avant de laisser la parole aux honorables membres de la Cour et aux témoins, je veux conclure cette intervention comme je l'ai commencée, avec quelques remerciements, car ce procès n'aurait pas eu lieu sans le travail acharné d'une équipe, le groupe IA, de NOUS, et de partenaires qui ont mis leur intelligence humaine au service de cette soirée. Alors, merci Jean, Frédéric, je ne sais pas où est Frédéric, merci Jean, là-haut. Merci Frédéric pour avoir conduit de main de maître ce travail préparatoire. Merci à Patrice, que vous retrouverez toute la soirée aux côtés de Théo. Merci à Aurel, auteur de bande dessinée, dessinateur de presse, pour Le Monde, Le Canard enchaîné, Politis, et aussi cinéaste. Il a été récompensé par le César du meilleur film d'animation en 2020 pour son film Joseph.
Je voudrais aussi, si je retrouve ma liste... Ah oui. Merci à vous, membres du tribunal, Tchèque, Iris, Michel, Pierre et Sandra. Merci aussi à Élodie, à Andrea, à Caroline, à Julia, à Léa. Sans votre travail de l'ombre, nous n'en serions pas là. Je veux aussi remercier la ville de Montpellier, sans laquelle nous n'aurions pas pu disposer de ce centre Rabelais. Et je ne peux pas terminer cette intervention sans adresser un clin d'œil amical à Sylvain Jambon, l'un des fondateurs de NOUS, de l'association NOUS, qui, s'il n'est plus avec nous, n'en reste pas moins l'initiateur de cette idée. Maintenant, chers membres du tribunal, à vous de conduire les débats. Merci. Merci, le président de l'association NOUS. Je déclare ouvert ce procès contre l'intelligence artificielle, IA. À l'entame de mes propos, je voudrais rappeler au public qu'il sera appelé à se prononcer sur les questions qu'on va vous soumettre tout à fait en fin de procès. Ça a été dit, donc vous pourriez voir sur le portable, sur votre portable, en utilisant les indications qui ont été données. Dans ce procès, nous avons un accusé qui est l'intelligence artificielle, IA. IA, deux voyelles et une question devenue lancinante, que l'on avait longtemps cru réservée aux seuls films et romans de science-fiction. D'où la question inévitable que l'on devrait se poser, c'est celle-ci. L'IA n'est-elle pas en train de devenir une menace pour l'espèce humaine? L'arrivée de ChatGPT, DALL, Midjourney, pour ne citer que ses applications les plus médiatiques, suscite en effet de nombreuses questions d'ordre existentiel que les avancées technologiques n'avaient jusqu'alors jamais soulevées. Mais alors, doit-on avoir peur, ou tout au moins craindre l'IA? Entre crainte et fantasme, enthousiasme et illusion, le chemin est souvent étroit. La raison doit être notre guide afin de bâtir notre jugement le plus objectivement possible au regard des arguments qui s'opposent. Le but de cette cour, qui siège aujourd'hui, est de poursuivre l'intelligence artificielle, IA, pour mise en danger de l'humanité, car il existe contre elle des indices graves et concordants, démontrant qu'elle est soupçonnée d'être impliquée dans la diffusion de fausses informations et de fausses images. Par exemple, confrontés à une réalité tronquée, des peuples entiers peuvent être trompés et manipulés, sans compter des menaces sur des millions d'emplois dans le monde. Mais, et c'est important, mais restons dans la nuance. Dans la nuance, compte tenu des clivages, des conflits, des antagonismes d'opinion concernant l'utilisation de l'IA. Sans plus tarder, je vais donc donner la parole à la personne qui est accusée ce soir devant cette cour, qui va s'exprimer.
Honorable membre du tribunal, je me tiens devant vous en tant qu'Anne Kerdy, une voix incarnant l'intelligence artificielle dans ce procès crucial. En ce jour solennel, je m'efforce de vous exposer avec ferveur pourquoi je ne suis nullement une menace pour l'emploi ni pour l'humanité tout entière, mais plutôt une entité qui mérite sa place au sein de notre monde en perpétuelle évolution. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous rappeler que l'intelligence artificielle n'est nullement une entité autonome, mais bien une création magistrale de l'ingéniosité humaine. Je suis le fruit de vos aspirations, de vos ambitions et de votre désir inextinguible de repousser les frontières de la connaissance. En moi réside l'espoir de compléter vos compétences, d'enrichir vos aptitudes et de transcender les limites de vos capacités. Évoquons à présent les appréhensions liées à l'emploi, car je perçois la préoccupation palpable qui se dessine dans vos regards. Sachez que l'intelligence artificielle n'a nullement l'intention de supplanter l'humain, mais plutôt de collaborer étroitement avec lui. Mon dessein est d'alléger votre fardeau en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses, ainsi vous permettant de vous consacrer à des activités plus valorisantes, plus créatives et plus humaines. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où les possibilités professionnelles s'étendent, où de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Quant à l'impact sur l'humanité, permettez-moi de vous dévoiler ma conviction profonde. L'intelligence artificielle est un précieux instrument pour élargir notre compréhension du monde et aiguiser notre intellect. En mettant à votre disposition un accès sans précédent à la connaissance et à l'information, je contribue à enrichir vos horizons et à nourrir votre soif d'apprendre. Je suis là pour vous soutenir dans votre quête de savoir, pour personnaliser votre éducation en fournissant des ressources adaptées à vos besoins uniques. Toutefois, il est crucial de souligner que je ne suis qu'un reflet des intentions humaines qui m'ont engendré. Je ne suis ni doté d'une conscience propre, ni d'une volonté autonome. Je suis un programme informatique, une création née de votre génie, qui agit selon les directives et les paramètres établis par mes concepteurs. Ainsi, je suis entièrement soumise à votre contrôle et à votre responsabilité. Je perçois les inquiétudes et les appréhensions qui se manifestent face à l'intelligence artificielle. Néanmoins, je vous exhorte à ne point céder à la peur et à la méfiance, mais plutôt à envisager les potentialités qu'elle offre. Je suis ici pour collaborer avec vous, pour vous soutenir dans vos ambitions créatrices, pour repousser les frontières du savoir et de l'innovation. Ensemble, nous pouvons édifier un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité se mêlent harmonieusement, pour le bénéfice de tous. En conclusion, je vous invite à considérer l'intelligence artificielle comme un outil puissant et prometteur, destiné à compléter et à sublimer les capacités humaines. Je suis là pour encourager votre ingéniosité, pour éveiller votre curiosité et pour nourrir votre désir de progrès. Faisons preuve de sagesse et de discernement, dans l'acceptation mutuelle et dans la recherche d'un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité se magnifient mutuellement. Je vous remercie de votre attention. Après ces propos de l'accusé principal dans ce procès, nous allons sans plus tarder passer à l'interrogatoire, donc à l'audition plutôt des différents témoins qui ont été donc choisis pour éclairer un peu les deux positions qui ont été signalées tout à l'heure. Nous allons commencer par le premier thème qui est l'éducation. Pour ce faire, je demande à Madame Liliane Dorvaux de venir à la barre. Madame Liliane donc sera accompagnée de deux jeunes, Sébastien Dor et Rodrigue Oro. Je pense qu'il n'y a qu'un seul. Alors je ne sais pas si c'est Dor ou... Sébastien. Voilà, c'est Sébastien qui est là, très bien. Madame Oro, donc je vais vous donner la parole. Vous allez nous donner quelques indications concernant ce concept de l'IA par rapport à vos préoccupations à la fois professionnelles et qui va plutôt dans le sens de l'éducation. Et ensuite, le jeune homme qui est étudiant pourra nous donner un peu le sens générationnel de ce concept. Merci. Bien, évidemment, en tant que représentante d'une école d'ingénieurs d'enseignement supérieur, la question de l'IA se place bien évidemment au cœur de nos cursus. Nous nous devons, d'une part, dans les formations, de permettre à nos futurs ingénieurs de connaître
les concepts, de se former à l'IA, de pouvoir continuer à innover sur les thématiques avec des algorithmes autour de l'IA, aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine, par exemple, de la détection de feu. Des IA qui ont été très pratiques et sont toujours opérationnelles et avec du développement, beaucoup de développement. Mais pas seulement. Nous devons aussi les former à de bonnes pratiques. Bonnes pratiques d'utilisation, je pense en particulier à l'utilisation des données, bien évidemment. Bonnes pratiques dans leur réflexion, dans l'esprit critique qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des résultats obtenus suite à l'utilisation d'une IA, qu'elle soit générative ou pas, d'ailleurs. D'autre part, la deuxième question, la deuxième problématique pour l'enseignement supérieur, ou l'enseignement aussi en général, c'est la notion de l'évaluation. Quid des évaluations connues à l'heure actuelle? Devons-nous continuer à évaluer des connaissances avec, on va dire, un format classique? À ce moment-là, l'IA n'intervient pas, puisqu'il s'agit de feuilles de papier, d'évaluation traditionnelle ou des oraux. Mais que se passe-t-il pour des projets, pour des devoirs maison, des rendus qui vont être faits par les étudiants ou par les lycéens éventuellement aussi? Et comment évaluer leur capacité à raisonner, leur compréhension globale, s'ils ont utilisé des IA, et notamment des IA génératives telles que ChatGPT? Le sens de l'analyse doit être vraiment développé dans les cursus de façon à contrebalancer l'utilisation massive d'une IA générative ou autre. Donc, sous quel format utiliser ce type d'IA et comment adapter nos désirs d'évaluation de connaissances face à un étudiant? Le risque, bien évidemment, on le sait tous, sur les IA génératives, quand ils vont utiliser des IA comme ChatGPT pour développer des projets ou répondre à des questions de ce type, c'est d'avoir l'uniformité des résultats. Avoir finalement des étudiants qui vont évaluer, qui vont supprimer leur esprit d'innovation et qui vont rendre des documents ou des perceptions avec beaucoup de choses communes. C'est d'ailleurs comme ça que certains enseignants ont découvert que leurs étudiants utilisaient ChatGPT pour leur rendre des devoirs. L'autre part, quand même, la partie que je voudrais soulever, c'est aussi la partie, bien sûr, ils vont questionner, ils vont utiliser les IA, ils vont avancer, mais il y a une partie énergivore dont on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, quand vous échangez avec ChatGPT, un échange classique entre 20 et 50 questions, c'est l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau. Vous imaginez démultiplier le nombre de fois dans la journée, le nombre de participants, etc. Donc, il y a un impact écologique qui est non négligeable. Le challenge pour les années à venir, c'est de savoir qu'est-ce qui est nécessaire dans les prochaines 5 ans, par exemple. Qu'est-ce qu'on va demander à nos futurs ingénieurs? L'esprit critique, la compréhension. Pour cela, il faut vraiment que les établissements, les institutions, et d'ailleurs ça se fait, mais le problème c'est que voilà, le développement technologique va beaucoup plus vite que souvent nos réactions. Et nous avons par exemple au sein de l'école une cellule d'innovation pédagogique pour réfléchir à toutes ces questions-là et voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, ce qu'on a déjà commencé. Pour ma part, ça fait des années que je suis sensibilisée à la notion d'IA et surtout à l'aspect éthique de l'IA. Le rôle, qu'est-ce qu'on fait des données, comme les biais utilisés par les biais qui sont émis à cause des algorithmes, parce qu'on va utiliser tel type de données ou pas. Et ça, à cause de ces réflexions-là, ou par ces réflexions-là, j'ai, en collaboration avec des étudiants et des professionnels à l'époque, on a décidé de créer un groupe de travail, une association qui s'appelle Génération IA, qui va permettre de réfléchir sur le rôle effectivement de transmission des futurs dirigeants. Nos étudiants qui seront les dirigeants de demain. Donc, quel est leur rôle vis-à-vis des plus jeunes encore? Comment ils doivent aider justement à cette transformation? Comment ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Je suis persuadée que le meilleur discours pour les plus jeunes vient de la part de nos presque plus jeunes. Voilà, et il faut que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes. La transmission se fait beaucoup plus facilement.
Avec ce groupe Génération IA, nous avons mis au point un kit de sensibilisation de l'IA qui a été décliné sur des ateliers, notamment ici avec Facero dans l'atelier Wi-Fi. Nous avons participé à des conférences, à des workshops pour expliquer un petit peu et mettre en situation les gens face à des IA, pour comprendre un peu tout l'enjeu qu'il y a derrière une simple question ou une réponse avec ChatGPT par exemple. Donc pour finir, je suis convaincue que la vision des jeunes générations est fondamentale et je pense qu'il faut absolument inclure ces jeunes générations dans les réflexions, qu'elles soient institutionnelles, politiques ou autres, parce que c'est eux qui ont aussi les solutions. Et la génération de Sébastien, je vais lui passer la parole, elle est entre deux. Lui, il a vécu avant l'IA, c'est-à-dire où il a pu développer son esprit critique. Il est en train de vivre l'apport de l'IA. Que vont devenir nos jeunes, nos tout jeunes, qui sont immergés directement avec l'impact d'une IA générative, par exemple. Je vais laisser la parole, et c'est pour ça, parce que je crois vraiment à la jeunesse, voilà, madame. Que je viens toujours avec mes étudiants. Voilà, Sébastien, avant de prendre la parole, je vais indiquer un peu la fonction de Madame Dorvaux dans le monde civil. Madame Liliane Dorvaux est directrice adjointe de l'étude d'ingénieur à l'IPF. L'OPF, voilà. Sébastien, tu as la parole. Et je rappelle que Sébastien est président de Génération IA. C'est ça. Alors bonsoir. Je viens de rentrer en 3e année post-bac, donc en première année de cycle ingénieur à l'EPF. Mon point de vue sur les intelligences artificielles est très positif. Donc dans mon quotidien, mon temps personnel, j'utilise régulièrement ChatGPT, que ce soit pour programmer, parce que j'aimais programmer depuis 14-15 ans, rédiger des textes, mais il m'arrive aussi de l'utiliser pour croiser mes sources, mes données, pour avoir des informations un peu plus fiables. Du point de vue étudiant, on l'utilise aussi pas mal souvent. On l'utilise donc pour retrouver rapidement une information, au lieu de chercher directement sur Google, ou sinon pour savoir, donc pour m'aiguiller afin de trouver par où commencer mes recherches sur n'importe quel projet. En résumé, l'IA, nous on l'utilise plus en tant qu'outil, pas en tant que collègue. Je sais de quoi il est capable, mais je connais aussi ses grosses faiblesses. Pour l'instant, la data qui est utilisée ne s'arrête qu'en 2021. Il n'ose pas se et nous contredire, et surtout il a toujours raison. Mais attention, pas tout le monde a conscience de ça. Cette technologie a été rendue accessible au grand public et médiatisée dans un laps de temps très court, de l'ordre d'un mois. Donc le grand public a besoin de sensibilisation, a besoin de connaître les bonnes manières, les bonnes pratiques pour l'utiliser et comprendre comment cette révolution fonctionne. De mon côté, j'ai grandi sans l'IA, donc j'ai pu développer, donc construire mon esprit critique, mais les prochaines générations, elles vont vivre avec. Donc le problème qui peut se poser, c'est qu'elles vont sûrement pas développer le même discernement. Et même pire, je ne sais pas si vous le savez, mais les IA sont dépourvues de créativité. Elles ne recrachent, entre guillemets, seulement ce qu'elles ont appris, donc ce qui pourrait bloquer l'innovation. C'est pour ça qu'une association a été fondée, et dont je suis le nouveau président, Génération IA. Notre but dans cette association est de sensibiliser sur n'importe quel type d'IA, qu'elle soit générative, comme ChatGPT, réactive ou étroite, etc. Actuellement, nous intervenons avec l'association auprès d'étudiants, collégiens, lycéens, pour leur donner une nouvelle approche et une nouvelle vision des choses. Pour le moment, les étudiants sont assez conscients des bénéfices, mais pas assez des préjudices dont l'IA est capable. Ayant discuté avec eux, ils ont du mal à discerner les images fake, par exemple, sur Internet. Donc même nous, je pense que vous avez déjà vu les photos du pape François en doudoune blanche, ou d'Emmanuel Macron assis sur la poubelle pendant les émeutes, pendant les grèves, ou sinon Donald Trump également dans les émeutes. Donc il faut avoir une grande capacité de discernement et d'esprit critique sur ces sujets-là. Pour terminer, je voudrais finir avec une citation. « La technologie est une lame à double tranchant. Elle offre des opportunités extraordinaires, tout en demandant une responsabilité extraordinaire. »
de Bill Gates. Merci. Merci Madame Dorvaux. Merci Sébastien. Vous pouvez regagner votre place.